Révolution digitale, épisode 32. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous retournons aujourd'hui en Belgique à la rencontre d'un serial inspirateur qui accompagne entrepreneurs et décideurs dans leur stratégie pour exploiter à fond leur ADN, leur atout différenciant naturel. Criminologue de formation, il fonde il y a plus de 10 ans une agence de conseil en communication. Son ambition est d'intégrer la psychologie et les relations humaines au cœur de la réussite des entreprises. En 2012, il dévoile une méthode innovante de dépassement de soi, l'attitude des héros, avec le credo « Personne ne réussira à notre place, soyons nos propres héros ». Conférencier talentueux, coach d'entreprise et auteur inspirant, il a publié 7 livres, dont 4 best-sellers. Il a délivré plus de 750 conférences dans 13 pays et sur 3 continents, touchant ainsi des dizaines de milliers de personnes. Tribu Digitale, c'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Fred Colantonio. Fred, bonjour. Salut François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? Avec plaisir. En tout cas, je suis prêt à partager. Génial. Alors, Fred, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote personnelle sur qui vous êtes, quelque chose peut-être qu'on ne sait pas sur vous ? La présentation était déjà très complète et avantageuse, donc je te remercie. Au niveau personnel, je dirais que j'ai plusieurs grandes passions. La première étant mon petit garçon qui a une dizaine d'années, la deuxième étant Metallica dont je suis grand fan, et je crois que toi aussi d'ailleurs. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, je suis même très jaloux parce que vous m'avez battu au nombre de concerts de Metallica. J'ai vu sur votre site que vous en êtes à 11. Je suis bien loin derrière avec mes maigres 6, mais c'est fantastique. Quand est-ce que vous avez... Allez, pour la petite anecdote, c'était quand votre premier concert de Metallica ? C'était 96-97, la tournée Load. C'était tard, du coup. Oui, et je vais le dire en belge aussi, parce que effectivement, moi aussi c'était tard, et le premier concert c'était 97, la tournée Load, et c'était à Fort Worth, au Texas, et c'était vraiment un souvenir mémorable. Alors à tous les fans de Metallica de la tribu digitale, une petite pensée pour vous. Merci beaucoup pour ça, Fred. Bon, vous êtes impliqué dans pas mal de projets. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre projet du moment ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites concrètement, comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model particulier ? C'est déjà beaucoup de questions en une seule, là. Ah oui. Donc, moi, j'ai 3 sphères d'activité et ça tombe bien puisque les projets du moment sont liés à ces 3 sphères. Premier département, je dirais, c'est l'accompagnement aux entreprises et aux organisations. Alors, j'ai la chance de travailler avec les décideurs, que ce soit des entrepreneurs solos, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit des responsables de département. Et au niveau des projets dans ce département-là, en Belgique, pour le moment, je suis en cours de labellisation, donc reconnaissance par le gouvernement de compétences qui vont permettre aux entreprises de bénéficier d'accompagnement avec moi avec une prise en charge partielle sous forme de subside par l'État, ce qui est toujours intéressant. Je suis sur le point de créer une société de conseil atypique
avec 2 associés. Et j'ai un projet que j'utilise depuis 3 ou 4 ans et que j'ai du mal à promouvoir parce que le temps me manque. Et donc, c'est via le bouche à oreille que ça fonctionne. C'est des retraites stratégiques. Ce sont des mises au vert où je pars en face à face pendant 48 à 72 heures avec un décideur, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, peu importe. Et alors très souvent, ça se fait en début d'année pour que les gens puissent déterminer leur plan d'action et travailler dans un cadre, je dirais, qui est à la fois dépaysant puisque on est un peu en perte des repères habituels, comme on est à l'étranger, et en même temps, comme on est en face à face et que on a que pour seul objectif d'avoir ce plan d'action qui se concrétise, ça donne des sessions de travail qui sont très très intenses. Je crois que ça crée un avant-après et pour la personne que j'accompagne et pour moi. Quand vous parlez de retraite, vous partez dans un endroit en dehors de toute connexion. Comment ça se passe concrètement ? Non, pas forcément. Quand je dis retraite, c'est vraiment au sens de mise au vert, c'est-à-dire que ça doit amener une rupture dans le fonctionnement habituel de l'entrepreneur. Alors, j'essaye toujours de construire ça sur mesure. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui est par ailleurs passionné de cuisine, on peut aller à Barcelone et se retrouver dans les petits marchés couverts à manger des tapas. Si c'est quelqu'un qui est fan de voiture, on peut se retrouver à faire un essai de conduite sur glace dans le sud de la France, près des montagnes enneigées. Voilà, c'est toujours travailler en fonction de la personne pour la mettre dans des sensations qui la mettent dans une bonne disposition pour pouvoir s'ouvrir complètement et commencer à penser autrement à ses affaires, à ses objectifs et aux résultats qu'elle veut atteindre. Combien de temps ça vous a pris de vraiment vous établir et de pouvoir vivre de votre activité de coaching et de consultation ? J'ai démarré en 2005, donc ça fait 13 ans. Et comme beaucoup de gens qui démarrent avec un profil plutôt atypique, puisque moi je viens de la criminologie, donc a priori j'avais pas un profil d'entrepreneur où je veux dire j'ai été formé à la création d'entreprises. J'ai beaucoup ramé pendant les 3 ou 4 premières années avant de pousser sur l'accélérateur et de faire que ça commence vraiment passer, comme je dis souvent, passer du démarrage au décollage. À un moment, c'est bien de démarrer, mais il faut que ça décolle. Et je dirais que ça s'est mis en place à partir de 2009-2010. Donc, je dirais entre 3 et 5 ans de travail acharné. Alors, le travail acharné continue, hein, évidemment, mais au moins, on en récolte aussi les fruits. Donc, c'est plus agréable encore et ça permet de maintenir l'énergie et la dynamique. Eh bien justement, gardons ça alors à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Fred, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Fred, commençons par cette question que nous appelons à juste titre l'appel à l'aventure. Alors, quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez vous lancer à votre propre compte ? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu ? C'est amusant cette question parce que c'est très très interpellant. J'ai toujours cru depuis que je suis dans ce parcours que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est acquis et pas inné, à savoir qu'on peut le devenir. Et je crois que ça vient du fait que ça m'est arrivé de cette manière-là. J'ai donc étudié la criminologie ici en Belgique. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai travaillé 5 ans pour l'administration publique et je te dirais que l'appel entrepreneurial a surtout été en réaction. Donc j'ai surtout voulu quitter un univers qui ne me convenait pas et dans lequel je ne me retrouvais plus, à savoir celui de l'administration publique, pour je ne savais pas trop quoi à l'époque. J'ai surtout voulu changer de dynamique et quitter un univers dans lequel je sentais que j'étais en train de faner. Donc ce n'était pas pour moi, c'est pas ma came comme on dit parfois, c'était pas ça qui me permettait d'être en énergie, je ne me reconnaissais plus à un moment et donc je me suis dit avant de sombrer je dois partir. Donc l'appel à l'aventure a été très fort, mais ça n'a pas été un appel, je dirais, de destination ou de vision. Je ne me suis pas dit je veux aller vers là ou je veux faire ça. J'ai plutôt été en réaction à un contexte ambiant qui ne me convenait plus. À partir de là, quand j'ai décidé de partir,
je dirais qu'il y a eu, pour répondre à ta question, quand est-ce que tu t'es senti entrepreneur? Je dirais que c'est dans cette fameuse période charnière après les 4 ou 5 premières années, là, quand j'ai commencé à voir que je m'arrimais vraiment à des besoins que je rencontrais en entreprise, quand j'ai commencé à faire le tri aussi dans les activités, quand j'ai commencé à pouvoir retrouver une certaine liberté, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une grande liberté, mais au départ, on doit remplir le carnet de commandes, on doit faire tourner la machine, et donc on a tendance à pouvoir accepter un peu tout ce qui peut générer des revenus. Et dès le moment où j'ai commencé à pouvoir me poser en disant mais ça, je préfère dire non que d'y aller parce que ça ne me correspond pas, c'est une mission dans laquelle je ne me retrouve pas complètement ou au sein de laquelle je pense ne pas pouvoir délivrer un maximum de valeur. Là, j'ai commencé à me dire tu reprends un peu de maîtrise sur ta trajectoire, et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit là, je sens que j'entreprends. Maintenant, c'est une grande question, hein, parce que ça dépend de la définition qu'on donne de l'entrepreneur. Oui, tout à fait. Et alors, justement, vous avez fait le grand saut, vous êtes lancé, et ça n'a pas dû être facile. Et le chemin de la réussite, c'est un chemin qui est quand même semé d'embûches. Alors, vous êtes aussi un spécialiste du rebond après l'échec. Vous avez même écrit un livre là-dessus. Alors, Fred, est-ce que vous pouvez nous parler ici peut-être de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Et dans certaines cultures, on le dit souvent dans le podcast, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite chez les Américains, par exemple. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors, de nouveau, c'est dense comme double question. Je dirais que je suis d'accord, oui et non. Ce qui m'a intéressé dans l'analyse du processus de rebond, c'est de voir ce qui fait que pour une même situation ou un même contexte ou un même événement qui survient, tu vas rencontrer des gens qui vont sombrer complètement, et à l'inverse, tu peux rencontrer des gens qui vont se sublimer. Et l'attitude des héros, notamment, c'est ça. C'est comment est-ce que face à une situation, on va pouvoir aller chercher le meilleur chez les gens pour en tirer parti, la tourner à notre avantage, en faire une opportunité. Bon. Et par rapport au rebond, au niveau anglo-saxon, très souvent on entend cette phrase, le rebond est facilité là-bas, la perception de l'échec est beaucoup plus positive. Je rencontre quand même beaucoup de gens qui ont cette croyance, et quand je leur demande s'ils sont allés aux États-Unis pour voir, ou en tout cas en Amérique du Nord pour avoir cette culture, la plupart répondent quand même encore toujours non, si ce n'est de manière touristique. Il faut quand même savoir qu'au niveau américain, le système de sécurité sociale n'étant pas aussi développé que ce qu'on a en Europe, le rebond n'est pas toujours évident. Et ce qui m'a surtout intéressé dans la psychologie de l'échec, c'est la claque. Et la claque, elle est la même chez tout le monde. Ça veut dire que personne ne se lève le matin en se disant « je me réjouis de foirer ma journée ». Et quand ça se passe, le processus humain, psychologique dans lequel l'individu entre, il est compliqué chez tout le monde. Après, je confirme ce que tu dis et que j'ai entendu effectivement dans d'autres podcasts, qui est que le processus de résilience, donc le fait de se remettre en route, le stigmate est beaucoup moins important là-bas, et donc la remise en marche est facilitée. Ça, c'est clair. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler en Europe pour améliorer les choses et favoriser l'entrepreneuriat. Il n'en reste pas moins que ça ne vaut pas la peine de glorifier l'échec, parce que ça risque de conduire les gens qui nous écoutent à des chutes encore plus lourdes, me semble-t-il. Donc voilà, pour résumer, la claque, elle est la même chez tout le monde, ça ne fait plaisir à personne. Les capacités internes de rebond, elles diffèrent en fonction des individus, et le contexte dans lequel on évolue peut favoriser ou peut accélérer cette capacité à se remettre en selle. Ça, c'est bien clair. Alors justement, j'allais vous poser alors une petite question, peut-être un petit conseil rapide à donner à la tribu digitale pour pouvoir se relever quand on a eu une claque ou qu'on est dans une mauvaise passe, par exemple. Mais disons que quand on est dans une mauvaise passe, la première chose à faire, c'est souvent quelque chose qu'on oublie dans ces cas-là, et c'est une réaction tout à fait humaine, c'est de miser sur nos forces. Et donc, quand on est en situation d'échec, on a tous eu cette sensation dégueulasse d'avoir raté quelque chose et de se sentir le pire des nuls. Dans ces moments-là, on doit absolument pouvoir identifier le phare dans la tempête. Et le phare dans la tempête interne
dans ce qui nous arrive, c'est de pouvoir se dire où est-ce que je suis encore bon ? Où est-ce que j'ai une capacité à pouvoir miser sur moi-même en disant j'ai déjà utilisé ce type de levier et je sais que ça marche. Et donc ça, c'est une composante fondamentale. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand on est en situation d'échec, on va avoir tendance à globaliser les choses. Et comme on teinte notre perception de la réalité de lunettes noires, on va tendance à se percevoir soi-même comme étant moins bon que ce qu'on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit nier les choses, ça veut juste dire faire la part des choses entre les forces qui sont les nôtres et qui restent là, mais qui, puisqu'on vient de subir un revers, sont masquées par l'ensemble de tout ce qui ne va pas et des faiblesses et des choses qu'on a ratées. Pour rebondir, on doit pouvoir miser sur nos forces. Tribu Digital, misez sur vos forces, identifiez ce fameux phare dans la tempête, les domaines où vous êtes encore bons. Merci beaucoup pour ça, Fred. Alors, j'ai envie de vous poser comme question maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quand est-ce que les choses ont basculé en votre faveur et que votre business a commencé à fleurir ? Et peut-être vous avez eu un moment d'illumination qui a fait aller les choses en avant. Et si vous pouvez nous expliquer quelles sont les actions alors qui ont contribué à cette réussite ? Il s'est passé plusieurs choses. La première étant en lien avec ta question précédente qui était quels sont les pires moments que j'ai pu rencontrer. Un des pires moments que j'ai rencontrés, c'est lorsque j'ai suivi moi-même une formation, puisque ne venant pas du milieu des affaires, j'ai compris que j'avais besoin un minimum de m'outiller sur des clés de compréhension de la relation commerciale, de la communication, du marketing, et que je devais travailler sur ma manière de me présenter aussi. Et donc j'ai suivi une formation un jour à ce sujet. Le formateur qui s'appelle Joe m'a complètement épaté. Et à la fin de la journée, j'ai voulu garder contact avec ce monsieur. Donc je lui ai dit, écoute, cette formation m'a renversé, ta personnalité m'a énormément touché et je voudrais qu'on se revoie. Ce qu'il a accepté en mettant le rendez-vous à un mois ou deux plus tard. Je pense que c'était une manière pour lui de tester si j'allais être fiable dans le temps. Et nous voilà au restaurant pour partager un repas et je comptais lui poser quelques questions sur comment lui en était arrivé là et comment il avait développé cette personnalité que je trouvais hors norme. Et malheureusement, les affaires étant ce qu'elles sont pour moi à ce moment-là, j'ai des difficultés à pouvoir réunir l'argent pour payer le restaurant. Ça peut paraître bête, mais j'en étais là à un moment, dans ces fameuses 3 à 4 premières années de galère. Et j'arrive au restaurant, je m'installe. J'ai pas voulu annuler le rendez-vous par fierté, parce que j'ai su que il m'avait consacré du temps dans un agenda chargé, mais j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais pouvoir trouver un arrangement, une ficelle pour régler ce restaurant. Il arrive, il me salue, il s'installe, il me demande comment ça va depuis qu'on s'est vu 2 mois auparavant. Il consulte la carte, donc on discute, on fait ce qu'on appelle de la petite conversation, quoi. On n'est pas encore sur des sujets de fond, c'est très léger. Et à un moment, il a dû sentir peut-être un certain malaise chez moi. Il me regarde, il me dit prends ce que tu veux au menu, hein, c'est moi qui invite cette fois-ci. Sauvé ou pas sauvé ? Mais oui, sauvé, évidemment très intrigué. Je me dis comment est-ce que c'est un peu l'effet qu'il m'avait fait sur cette formation. Je me dis comment est-ce que ce monsieur qui ne me connaît pas et que je ne connais pas arrive à me percer à jour ou à lire en moi comme dans un livre ouvert. Et du coup, je tremblais. Je lui ai dit écoute, je te remercie parce que voilà, c'est une période difficile. Et il m'a dit cette phrase, je pense que ça a débloqué beaucoup de choses chez moi. En tout cas, je me suis senti énormément libéré. C'est qu'il m'a dit, écoute, si tu as besoin de 1 000 ou de 2 000 euros, je ne les ai pas. Il dit, par contre, j'ai bien 4 ou 5 amis qui me prêteraient 400 à 500 euros chacun parce qu'ils me font confiance. Et comme moi, je te fais confiance, je te prêterai ces 1 000 ou 2 000 euros-là. Wow. Et j'ai toujours, j'en ai la chair de poule à l'évoquer 13 ans plus tard, enfin pas 13 ans plus tard, ça devait être il y a une dizaine d'années, parce que à un moment, je lui ai dit, mais tu viens de m'enlever une chape de plomb que j'avais sur les épaules ou une épée de Damoclès, peu importe comment les personnes qui nous écoutent le ressentiront.
Mais ça m'a complètement libéré de me dire arrête de rester focalisé sur le fait que l'argent ne rentre pas pour le moment, sois consciencieux, appliqué, entoure-toi des bonnes personnes pour ne pas rester dans l'erreur si jamais c'est le cas, et tiens ton cap, quoi, si tu veux. Et ça a été corroboré avec un coup de téléphone que j'ai eu d'un autre de mes grands Jedi de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, qui est un patron d'une PME ici en Belgique. Il est actif dans le secteur de l'imprimerie, il s'appelle Édouard, et je l'ai au téléphone et je lui fais part de ces difficultés et de cette honte que j'avais à ce rendez-vous et de la manière dont Joël m'avait entre guillemets libéré. Et Édouard m'a dit cette phrase que je garde encore à l'esprit aujourd'hui. De nouveau, il m'a dit, Fred, le principal élément que tu dois garder à l'esprit, c'est que pour le moment, tu regardes à 2 jours. Tu as une vision à 2 jours. Il dit, tu dois développer une vision à 2 mois ou à 2 ans. Et quand j'ai raccroché, j'étais mitigé parce que je lui ai dit, OK, il est bien gentil, lui, d'avoir une vision à 2 mois ou à 2 ans. Mais moi, c'était le resto de la semaine dernière que je savais pas régler. Donc, c'est bien beau de vouloir développer une vision à 2 mois, mais comment on fait quand les besoins sont plus pressants? Et j'ai décidé d'accepter. Je crois que ça a été une révélation. J'ai décidé d'accepter cette part de risque, de me dire, OK, je dois continuer à miser sur moi, je dois continuer à miser sur le travail que je suis en train de mettre en place, en sachant que j'avais mis quelques garde-fous et que je les ai augmentés après ces 2 épisodes, à savoir le fait de solliciter des personnes extérieures pour avoir un regard, des gens d'expérience qui pouvaient me dire « là, tu fais fausse route parce que tu ne pourras pas générer de revenus avec ça, là, ça a l'air d'être une bonne idée, ça correspond clairement à un besoin d'entreprise ». Et donc, entouré de bons conseils, j'ai décidé de continuer ma route avec ce que mon intuition me disait. Et je crois que c'est là que le fameux moment d'illumination, comme tu l'évoques, s'est manifesté. Tribu Digital, vraiment, suivez votre intuition. Pourquoi pas prendre ce risque ou tenter l'expérience de développer votre vision à 2 mois ou à 2 ans. Alors Fred, si vous pouviez alors résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit vous retenir comme leçon de votre expérience? Écoute, la première chose que je voudrais partager avec les gens qui nous écoutent, c'est le fait d'oser. Alors, quand tu dis ça, tu n'as rien à dire en fait, parce que tout le monde dit ça aujourd'hui. Tout le monde dit pour être entrepreneur, il faut oser. Et je me suis dit, pour moi, oser, ça a été sortir de mes propres sentiers battus quand j'ai décidé de quitter l'administration publique pour me lancer comme entrepreneur, ce qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais finalement c'était ça. Déjà, c'était oser, c'était un peu transgressé, si tu veux. Généralement, les gens cherchent à faire le parcours plutôt inverse, quoi, à avoir une stabilisation et une sécurité. Donc moi, j'ai quitté cet univers-là. Donc, à plusieurs reprises dans ma trajectoire entrepreneuriale, j'ai transgressé. La partie communication, comme tu le dis, ça fonctionnait très bien. Quand j'ai décidé de monter sur une scène la première fois pour donner une conférence qui s'appelait L'attitude des héros, alors que jusque-là, je faisais des conférences sur la communication, l'arrivée des réseaux sociaux, la transformation numérique, ça a été aussi une transgression. Et j'essaye assez régulièrement de me positionner. C'est devenu un peu, ça fait partie de mon ADN maintenant, ce fameux atout différenciant naturel, d'essayer de me positionner là où a priori on ne m'attendrait pas. Ou en tout cas, j'essaye constamment, par défi personnel, d'oser tester de nouvelles choses. C'est pour ça que je parlais de découvrir d'autres pays en conférence. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre Rebondir sur l'échec, parce que quand tu parles de réussite, aborder la notion d'échec, c'est pas nécessairement convenu, ou en tout cas pas de la manière dont je l'ai traité. Et donc, voilà, oser, je dirais, pour les personnes, c'est transgresser. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Parce que je me suis dit, il faut que ça soit plus concret pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être au début de leur entreprise, de leur parcours entrepreneurial, ou qui considèrent peut-être un jour le faire. Et oser, pour moi, ça a été 2 choses majeures. C'est le fait d'être bien entouré. J'ai commencé à arrêter de ramer et à initier une spirale positive dès le moment où j'ai compris que les perles rares et les ressources clés, elles étaient autour de moi.
j'ai été dans le mythe du moine tibétain. Tu vois, j'imaginais que la personne qui allait pouvoir me conseiller, ça allait être un peu comme quand tu regardes Batman, là où il doit monter au-dessus de la montagne face à la neige avec le vent de face pour essayer de trouver cette espèce d'aspirateur, de Jedi, de maître qui va lui apprendre à se sublimer et à devenir le héros qu'on connaît. Et je me suis dit, si je veux devenir mon propre héros, prendre ma trajectoire en main, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que l'avantage de l'héroïsme, c'est que ça évoque des notions différentes chez chacun. Donc peut-être que ce que moi je vis, où je cherche à être mon propre héros, ne correspond pas du tout à ce que toi tu voudrais faire, à ce qui constituerait tes défis. Et c'est peut-être encore très différent de ce que les gens qui nous écoutent auraient en tête. Être son propre héros, ça veut dire à un moment que on va mener nos propres actions de manière solitaire parce que personne ne s'en chargera à notre place, mais les bénéfices de notre démarche vont être solidaires. Ça veut dire que les gens qui nous entourent, qu'ils nous connaissent, qu'ils ne nous connaissent pas, peu importe, mais les gens qui sont autour de nous vont pouvoir s'inspirer de notre dynamique. Peut-être qu'on va pouvoir les emmener avec nous dans cette aventure-là. Et donc moi, quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, je me suis dit, mais finalement, ces fameux mentors, ces fameux Jedi, ces fameuses personnes qui peuvent m'amener des raccourcis d'expérience, des enseignements de grande qualité pour me permettre d'évoluer, elles sont autour de moi, très probablement. Et quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, j'ai dû oser aller leur demander, aller les trouver, aller les solliciter en leur disant, est-ce que tu accepterais de me consacrer du temps? Est-ce que tu accepterais de partager ton expérience? Mais ça a été un émerveillement total et je dois dire que c'est encore une des plus grandes richesses de mon expérience entrepreneuriale aujourd'hui, qui est de pouvoir contacter des personnes en leur demandant en toute humilité si elles acceptent d'éclairer la route de quelqu'un comme moi qui cherche juste à faire son chemin dans la vie. Le deuxième élément qui me paraît fondamental quand on veut oser ou un peu transgresser nos propres barrières, c'est le fait d'écouter ou de repérer les signaux annonciateurs. Et j'ai parlé de l'intuition tout à l'heure. De nouveau, ça peut paraître bateau de dire écoutez votre intuition. Oui, mais comment on fait? En réalité, quand tu parles à des gens qui entreprennent, parce que un peu comme toi, je passe beaucoup de temps surtout pour mes livres, mais à analyser des trajectoires entrepreneuriales. Systématiquement, les grandes décisions, quand tu demandes à des entrepreneurs de ton entourage, quand tu lis des biographies de grands entrepreneurs comme Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, Oprah Winfrey, des personnalités, ou Jeff Bezos d'Amazon, quand tu prends des personnes de ce calibre-là, qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas ce qu'elles ont accompli, à un moment, quand tu t'intéresses à leur trajectoire pour essayer d'en tirer ce qui, toi, peut te servir ou t'être utile, il y a inévitablement le moment de l'espèce de grande décision où on dit mais qu'est-ce qui vous a fait avoir cette espèce de foi ou cette conviction que vous pourriez y arriver. Et alors là, très souvent, il n'y avait aucun indicateur formel. C'était pas écrit dans la pierre. C'est qu'à un moment, on a senti l'histoire, on a cru percevoir qu'il y avait une brèche là-bas qu'on a voulu ouvrir et qu'on a cherché à exploiter au mieux. Et je dirais, c'est quelque chose dans lequel je cherche à être le plus performant possible, c'est être constamment en prise avec, alors disons-le comme on veut, avec le marché, avec la réalité d'aujourd'hui, avec les aspirations des gens, les besoins des entrepreneurs. Moi, je cherche en permanence à être à l'écoute de ça et à l'affût, parce que je me dis peut-être qu'à un moment, je vais identifier des choses dans lesquelles mon ADN à moi, mon atout différenciant naturel va pouvoir apporter une plus-value à ces personnes qui ont elles-mêmes leur ADN, mais qui seraient sur une sphère ou des compétences différentes. Tribu Digital, première chose, vraiment oser, personne ne réussira à votre place. Vous devez devenir votre propre héros et ça demande du courage, et ce courage d'aller rencontrer ces personnes qui pourraient éclairer votre route. Et aussi, surtout, soyez à l'écoute, repérez ces signaux annonciateurs que Fred vient d'expliquer, et quand vous le sentez, c'est peut-être le bon moment. Alors Fred, on est déjà arrivé à la partie des questions flash, alors je vais embrayer directement et je vais vous poser une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? Ça marche. Alors, quelle est votre définition du succès? La définition du succès, c'est vivre une vie à la hauteur de ses aspirations profondes. À quoi ressemble votre journée type? À rien, parce que je n'en ai pas. J'ai par contre une semaine type. Une semaine type est faite de temps passé avec mon petit garçon, d'activités sportives, de déplacements professionnels, d'énormément de lectures et
de moments qui sont prévus pour, entre guillemets, ne rien faire. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors ça, c'est une de mes grandes passions, la lecture. Donc c'est difficile de répondre en mode éclair. J'en donnerai 3 si c'est possible. Pas de souci. Alors le premier, c'est le principe 80-20, écrit par Richard Koch, K-O-H. C'est un livre qui m'a énormément touché dans le sens où il nous apprend qu'il y a une grande confusion qui existe dans l'esprit de beaucoup de personnes entre la notion d'équilibre et d'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand rien ne bouge. L'équilibre, c'est quand on arrive à trouver entre différents éléments la limite supérieure entre le poids de bascule, ça ne va plus aller parce que tout va s'effondrer, et le fait que, un peu comme le funambule, j'arrive à trouver une certaine forme d'équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire que si je mets bien mes bras et que j'avance sur la corde, j'arriverai à progresser. Si par contre je reste immobile, je vais tomber. Et donc dans ce livre, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a décomplexé tout à fait sur le fait de dire je peux à un moment mettre le focus ou mon attention sur 20% d'activités qui sont peut-être purement business. Quand je voyage, par exemple, pour donner des conférences à l'étranger, je suis éloigné de ma famille pendant une période. Mais voilà, le déséquilibre fait que je suis très focalisé sur ma vie professionnelle, qui représente peut-être dans l'ensemble des facettes de qui je suis 20% de mon individualité. Et puis quand je reviens et que je m'octroie 2 jours ou 3 jours où je suis entièrement consacré au mien et où là je ne suis pas connecté, je ne travaille pas et il faut pas me parler business, là je suis focalisé de nouveau sur 20% peut-être des facettes qui me définissent, mais c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Donc ça, c'est le principe 80-20. Il y a un autre livre qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour réussir », qui est écrit par le Britannique Tom Butler Bowdoin. Et ce livre est magique pour toutes les personnes qui imagineraient qu'il est trop tard pour y arriver, puisque l'auteur s'amuse à lister toute une série de réussites dites tardives, des gens qui ont réussi à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et ça permet de baliser une trajectoire entrepreneuriale de manière assez spectaculaire, je trouve, puisque le livre est à mi-chemin entre des éléments très inspirants comme des extraits de biographies de grandes personnalités ou de grands produits dont on a déjà entendu parler, et des conseils pratiques, des espèces de leçons d'apprentissage en disant « Ok, on a tels enseignements à retirer, c'est vraiment quelque chose de très profitable pour beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre et à qui je conseille cet ouvrage. » Et le dernier dont je voudrais parler, c'est un livre qui s'appelle « Un rien peut tout changer », qui a été écrit par Linda Kaplan-Thaler et Robin Koval. Et ce livre est hyper intéressant pour les personnes qui se posent la question des détails, puisqu'on entend très souvent des entrepreneurs qui ont réussi dire la réussite, elle se situe dans les détails, ou parfois dire le diable se situe dans les détails. C'est là qu'on fait la différence. Et pendant longtemps, ça peut être une question avec laquelle on tourne, de se dire, OK, dans les détails, mais c'est quels détails et comment est-ce qu'on peut justement chercher à les sublimer, ces détails. Et ce livre va parle en même temps de la manière dont on fait une offre de service jusqu'à la politesse, en passant par toute une série d'éléments qui peuvent sembler anodins ou sembler légers, alors qu'en fait, effectivement, si on les travaille, si on les soigne, ça peut changer une trajectoire de but en blanc. Ouais, merci beaucoup Fred pour ces belles recommandations. On va bien noter tout ça et le mettre sur la page internet. Alors, quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Evernote. Je préférerais me passer d'une application de traitement de texte que de me passer d'Evernote. Ouais, c'est mon élément pour scanner les cartes de visite, c'est mon élément de gestion des tâches, c'est mon élément de prise de notes sur des livres, c'est un incontournable. Et la dernière question alors, c'est la question back in time. Alors Fred, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous direz-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? La première chose que je dirais, c'est le diplôme ne fait pas la réussite. La deuxième, c'est que gagner de l'argent
fait partie de l'aventure, mais c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, cherche à gagner de l'argent, pas pour devenir riche, mais pour avoir une monnaie d'échange et avoir un levier qui te permet de réaliser ce que tu as envie d'accomplir. 3, si le diplôme n'est pas un ingrédient indispensable de la réussite, tu dois aller compenser tes faiblesses par des gens qui vont avoir les ressources qui te manquent. Et donc, trouve tes Jedi, trouve tes bonnes personnes, trouve-les vite, parce que plus vite tu les as à tes côtés, mieux tu pourras progresser. 4, je dirais voyage, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans seulement. Et si je pouvais me dire ça à 18 ans, je serais ravi de dire voyage, fais des expériences, profites-en, va à la rencontre d'autres cultures, les gens sont merveilleux et ça vaut la peine d'apprendre. Et la dernière chose que je me dirais pour tuer mon penchant perfectionniste ou ma tendance à rechercher la perfection quand j'étais aux études, c'est de dire il vaut mieux que tu sois efficace et imparfait que de vouloir être parfait et jamais prêt, ou toujours insatisfait. Tribu Digital, je pense que tout est dit. Fred, merci beaucoup pour ces mots de sagesse. Tribu Digital, j'espère que vous avez de votre côté bien pris note, car je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer, et j'espère que l'aventure de Fred et sa sagesse vous inspirera à faire le grand saut. Alors Fred, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Le seul conseil conseil c'est un grand mot, hein, qui suis-je pour donner des conseils? En tout cas, ce que moi j'essaye d'appliquer, c'est que je me dis que la vie est trop courte pour être petite, et je pense à Jeff Bezos qui a déterminé ce qu'il appelle un cadre de limitation des regrets. Alors de nouveau, on aime bien le personnage, on n'aime pas le personnage, peu importe, il nous offre un outil que je trouve très intéressant. Quand on lui a demandé ce qui avait fait qu'il avait voulu lancer Amazon en 94 alors que l'internet public démarrait à peine, et que lui s'est dit moi je vais lancer une bibliothèque numérique, un site de vente de livres auquel personne évidemment ne croyait à l'époque. Quand on lui a demandé évidemment en plein succès qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette fameuse vision, cette révélation, cette illumination, il a dit c'est très simple, toutes les grandes décisions de ma vie je les prends en me projetant à l'âge de 80 ans, quand je serai sur une chaise longue dans ma véranda à regarder le coucher du soleil, et je me dis est-ce que je risque de regretter d'avoir pris ou pas pris cette décision? Et quand il a imaginé l'aventure Amazon, il a dit la réponse était très claire. À 80 ans, j'aurais regretté de ne pas avoir tenté cette aventure, sans savoir évidemment ce que ça allait pouvoir donner. Et je lui emprunte cette image de me dire qu'est-ce que au moment quand on va siffler la fin de ma récréation et qu'on me dira ok time out, on va couper le courant maintenant, je veux pouvoir dans mon escarcelle avoir plus de choses que je suis fier d'avoir tenté, même si ça n'a pas marché, mais au moins pouvoir me dire check, ça je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai visité, j'ai innové, j'ai tenté, j'ai testé, plutôt que de me dire et si. Tribu Digital, vous l'avez entendu, essayez de ne pas avoir de regrets dans cette vie future que vous allez avoir. Fred, vraiment, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette discussion. Ça fut vraiment un plaisir et un honneur. Alors, avant de nous quitter, dites-nous simplement comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors, rester en contact avec moi sur les réseaux sociaux, c'est assez simple puisque je les utilise quand même beaucoup. Donc, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter. Il suffit j'ai une chaîne YouTube c'est celle que j'alimente le moins malheureusement, mais il y a quand même une chaîne YouTube. Donc, si vous allez voir sur Fred Colantonio, vous allez me retrouver. Envoyez-moi un message, ça me fera toujours plaisir. Je réponds toujours, parfois pas dans la minute, ni même dans la journée, voire dans la semaine. Mais je réponds toujours. Ça, c'est pour le côté se retrouver et échanger. Et alors, pour le côté annonce, comme on a des gens qui écoutent des podcasts, je voulais leur faire savoir que mes 3 premiers livres de l'Attitude des héros sont disponibles à prix avantageux au format audio. Il y a un pack audio pour les 3 livres, là, avec une dizaine d'euros de réduction. Donc, s'ils vont sur le site www.latitudedeshéros.com, ils pourront trouver ce fameux pack de livres audio. Et si ça peut les inspirer à devenir les héros de leur propre trajectoire, ils donneront aussi du sens à la mienne.
Tribu Digital, vous venez d'entendre Fred Colantonio partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Fred dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Fred sur attitudedeshero.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux. Fred, un tout grand merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir. Je vous retrouve en backstage. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Fred. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!